Chapitre 1. La Garden Fête à Rose Hill. C'était un bel après-midi de juin à Rose Hill, le genre de journée qui donnait l'impression que rien de fâcheux ne pouvait arriver dans un village anglais aussi paisible. Le ciel était d'un bleu pâle, parsemé de petits nuages blancs flottant paresseusement dans la chaleur, et l'air embaumait les roses du jardin soigné de Madame Hawthorne. La fête du presbytère, événement annuel, avait attiré la quasi-totalité de Rose Hill. On y trouvait des stands de confitures et de chutney maison, des étalages de travaux d'aiguille et des tombolas promettant des paniers garnis, et, de temps en temps, une bouteille de xérès. Les hommes se rassemblaient près des quilles installées sur la pelouse, tandis que les femmes s'occupaient de gâteaux et de potins, chaque activité étant menée avec la tranquille certitude que tout se passait bien. Miss Jane Marple, assise discrètement sur une chaise en fer forgé près de la lisière de la verdure, aurait presque pu paraître un élément décoratif de la réunion. Vêtue de sa robe d'été pâle, un chapeau de paille bien noué sous le menton, des aiguilles à tricoter à la main, elle observait les événements avec un intérêt modéré. Pour l'observateur non averti, elle n'était rien de plus qu'une vieille fille, inoffensive, voire vague. Pourtant, ceux qui la connaissaient bien, et ils étaient peu nombreux, avaient appris depuis longtemps que les yeux pâles de Miss Marple ne laissaient passer que peu de choses. C'est alors qu'elle était assise ainsi, apparemment absorbée par son tricot, qu'elle entendit Madame Bartlett, la femme de l'épicier, dire à voix basse à sa compagne « C'est vraiment épouvantable, sa façon de se comporter. On se demande ce qu'aurait pensé son pauvre mari. » À quoi Madame Williams, forte et énergique, répondit « Morte depuis 10 ans, elle se comporte toujours comme si elle était sur scène. Trop de rouge à lèvres. Et toujours en retard pour payer ses factures à l'épicerie. » L'objet de leur conversation, Madame Eleanor Carter, traversa la pelouse à cet instant, grande et impérieuse, coiffée d'un chapeau à larges bords. Elle avait été autrefois une beauté, et se prenait peut-être encore pour telle. Miss Marple, levant les yeux avec douceur, remarqua la tension autour de la bouche de la femme et les légers creux sous ses yeux. Une femme habituée à la tension, certes, mais peut-être aussi une femme sous tension. « Des billets pour la tombola, Miss Marple » interrompit poliment le jeune Peter Hawthorne, le neveu du vicaire, en lui tendant un carnet de billets. Miss Marple acheta une bande dessinée, comme toujours, avec un sourire affectueux. C'était le genre de petite politesse qui rendait la vie du village agréable. Il était presque 4 heures lorsque la bonne humeur se dissipait. On commençait à prendre le thé aux longues tables à tréteaux, sous les orbes. Un bruit soudain, rauque et inattendu, fit sursauter plusieurs dames. Une toux profonde et rauque, venue de quelque part à proximité. Ce n'était pas un raclement de gorge poli, mais un raclement prolongé et déchirant, suggérant une maladie ou une détresse. Les têtes se tournèrent, mais il n'y avait personne à proximité, à part le groupe déjà attablé pour le thé. La toux résonna de nouveau, résonnant étrangement, comme dans un petit espace clos. Puis, brusquement, le silence. Madame Hawthorne regarda autour d'elle en fronçant les sourcils. « Qui était-ce » demanda-t-elle. Personne ne semblait en mesure de répondre. Certains haussèrent les épaules, d'autres semblèrent vaguement mal à l'aise. Mais la conversation reprit bientôt. Miss Marple, cependant, leva pensivement les yeux vers le presbytère, une solide maison géorgienne qui se dressait à l'orée du jardin. On avait récemment parlé d'une pièce vide à l'étage, la chambre d'amis, inoccupée depuis le départ de la visiteuse printanière. Elle se demandait. La fête continua, malgré un léger malaise. À 4h30, au moment même où la tombola était tirée, une soudaine agitation s'éleva près de la porte latérale. Monsieur George Linton, un avocat à la retraite connu pour sa ponctualité et son goût prononcé pour le Bordeaux, fut découvert affalé contre le mur de pierre. Son visage était d'un gris inquiétant, les yeux mi-clos. « Allez chercher le docteur Pembroke immédiatement » cria quelqu'un. Les chaises grincent, les villageois se pressent avec le genre d'horreur fascinée qui accompagne de tels incidents. Le docteur Pembroke lui-même, heureusement présent,
se fraya un chemin à coups de coude dans la foule. Il se pencha sur l'homme blessé et sortit rapidement son sac. Il y eut un moment de tension, seulement interrompu par les ordres brusques du médecin. Finalement, il se redressa, grave. « Monsieur Linton est mort, dit-il doucement. Du cœur, très probablement. » Un murmure parcourut l'assemblée, une vague de stupeur et de spéculation murmurée. La mort, pourtant loin d'être inconnue, restait une invitée indésirable lors d'un événement aussi festif. Miss Marple, toujours assise avec son tricot, ne regardait pas le corps, mais les visages de ceux qui l'entouraient. Madame Carter, la main appuyée sur sa joue avec émotion, le jeune Peter pâle et agité, le vicaire, l'air affligé, mais murmurant déjà à propos des arrangements. Des réactions ordinaires, peut-être, mais pas tout à fait, si l'on savait regarder. Et dans le silence qui suivit, elle ne put s'empêcher de se rappeler cet étrange toux rauque provenant de la pièce vide du presbytère. Chapitre 2. Chuchotement sur Willowbrook. Le lendemain matin, Rose Hill était comme toujours. Des chaumières aux fenêtres à guillotine polie, à la brillance du dimanche, des haies taillées suggérant l'économie et une fierté tranquille. Et le son faible et fiable des bouteilles du laitier qui s'entrechoquaient. Pourtant, avant même d'arriver à la Grand-Rue, on sentait que quelque chose avait changé dans l'air. Les rideaux frémissaient avec une délicatesse presque artistique. Les salutations sur le pas des portes contenaient des paragraphes entiers non écrits, et plus d'une ménagère, se retrouvant à court de farine, s'est arrangée pour une course qu'elle aurait autrement retardée, pour le plaisir de transmettre ce qu'elle savait, c'est-à-dire ce qu'elle avait entendu. Au salon de thé Willowbrook, où les tables étaient rondes et les fleurs en vitrine toujours fraîches, même en février, les premiers clients avaient pris place comme appelés par une cloche. Madame Bartlett était là avec Madame Williams, cette dernière s'éventant avec un prospectus paroissial malgré la fraîcheur matinale. Au comptoir, Mademoiselle Lydia Thorne, mince, la trentaine, avec un cardigan impeccable et un regard fixe, faisait mine d'étudier le présentoir de pâtisserie, tandis que ses oreilles, telles des voiles, capturaient le souffle des conversations. « Le docteur Pembroke a parlé de cœur », annonça Madame Williams avec la solennité de quelqu'un qui remet un diplôme. Clairement. « Cœur très probablement », furent ses mots. « Je l'ai entendu. » « Les médecins disent ça quand ils sont surpris, » rétorqua Madame Bartlett avec finesse. « Ils n'aiment pas être surpris. » Surpris, c'est un retraité, et il faisait très chaud hier, et il y avait beaucoup d'excitation, la tombola et tout. N'importe qui aurait pu se sentir dépassé. « Il ne lui ressemblait pas quand je l'ai vu, » dit Lydia sans même les regarder. « Gris cendré. C'est pas bien, non, pour un cœur ?» Madame Williams fronça les sourcils. « Le gris est une couleur tout à fait respectable pour un cadavre. »« Lydia !» s'écria Madame Maple, la propriétaire, consternée. « Fais attention à ce que tu dis en mangeant des petits pains. » À une table d'angle parfaitement placée pour voir sans paraître dévisagée, Miss Marple était assise avec une petite théière et un gâteau éclès sur une assiette. Elle ne mangea pas le gâteau d'un coup, mais le coupa en quatre d'un doigt délicat et pensif. Elle n'était pas femme à se précipiter sur le repas, ni d'ailleurs sur les conclusions. Après tout, elle avait vécu trop longtemps à St. Mary Mead, et maintenant chez sa nièce à Rose Hill, pour ne pas reconnaître les prémices du seul passe-temps véritablement irrésistible connu des villages anglais, transformer des conjectures en légendes avant le déjeuner. « Je suis vraiment désolée d'apprendre le décès de ce pauvre monsieur Linton, » dit-elle doucement lorsque Madame Maple lui apporta de l'eau chaude. Il s'inclinait toujours poliment devant moi quand on se rencontrait. « C'est vrai, Miss Marple, c'est tout à fait exact, si vous voyez ce que je veux dire. Il payait sa facture le vendredi, jamais plus tard. Je ne peux pas en dire autant de tous les gentlemen qui ont franchi ma porte. » Miss Marple sourit. « Il faut être charitable. Il y a des tentations dans le monde, certaines sont comestibles. » Madame Maple, clignant des yeux, concéda. « On dit, mademoiselle, qu'il avait eu une altercation avec quelqu'un la veille. Je ne dis pas ça pour être méchante, vous comprenez. Mais Madame Carter,
Ici, Madame Maple se rattrapa comme si elle avait rompu un fil. Miss Marple ne l'invita pas. La meilleure façon d'entendre une histoire, avait-elle toujours constaté, était de lui laisser l'espace nécessaire pour surgir d'elle-même. Eh bien, Madame Carter a été assez contrariée ces derniers temps, conclut Madame Maple d'une voix faible, à cause d'une facture chez l'épicier. Pas la mienne. Ah, dit Miss Marple, comme si cela ne suscitait qu'un léger intérêt et aucune surprise. De l'autre côté de la pièce, Madame Williams baissa la voix, ce qui eut le malheur de la rendre trop forte. « On dit, souffla-t-elle, que M. Linton a été vu quittant le presbytère juste avant le début de la fête. Et que ferait-il là à une heure pareille? À moins que... » « À moins que quoi? Demanda Madame Bartlett, avide de la prochaine miette de pain. « À moins qu'il ne soit allé se plaindre, dit Madame Williams, triomphante, à propos des excès de Madame Carter, les répétitions à la salle paroissiale, du bruit tard le soir, des portes non verrouillées après, un brouhaha général. Monsieur Linton aimait l'ordre. Il avait peut-être le droit de le dire. De l'ordre, oui, murmura Lydia. Et des papiers. Il n'en gardait pas, mademoiselle Maple. Mon cousin a nettoyé les vitres pour lui une fois. Il a dit que le bureau était toujours couvert. Certains hommes aiment les papiers, dit mademoiselle Maple avec prudence. Ça leur donne un sentiment d'importance. Des papiers, répéta madame Bartlett, goûtant le mot. Tiens, les papiers peuvent être un véritable cauchemar s'ils tombent entre de mauvaises mains. Ou les bonnes, ajouta Lydia avec un petit sourire énigmatique. Miss Marple sirotait son thé. Les gens disaient plus qu'ils ne savaient, toujours. La question était de savoir quelle part de leur discours relevait de la connaissance et quelle part de l'appétit. La toux de la veille, rauque et creuse, lui revint en mémoire. On l'avait entendue près du presbytère, en direction de la chambre d'amis vide. Étrange. Il existait d'innombrables toux au monde, mais celle-ci possédait une qualité qu'elle associait, avec gêne, à la dissimulation. Comme pour répondre à sa pensée, le neveu du vicaire, le jeune Peter Hawthorne, entra précipitamment, distrait. Peter avait habituellement les joues roses et l'esprit vif, mais ce jour-là, il était pâle et se tenait avec le malaise furtif d'un écolier qui a égaré quelque chose d'important. « Du thé, Peter ?» demanda madame Maple, posant déjà une tasse. Il hocha la tête trop vite et fouilla dans sa poche, en laissant tomber 2 par terre. Lydia se baissa pour les récupérer, levant un regard intéressé. « Vous m'avez été d'une grande aide hier, » dit gentiment Miss Marple lorsqu'il passa devant sa table. « À la tombola. » Peter sursauta. « Oh, Miss Marple, je n'ai pas... enfin, c'est très gentil. » « Asseyez-vous un instant, » dit Miss Marple avec cette douce insistance à laquelle les jeunes ont l'habitude de céder. « Vous avez l'air pressé. Il n'est jamais sage de se précipiter quand on réfléchit, je trouve. » Peter s'assit. Il prit une gorgée brûlante de thé et grimaça. Au bout d'un moment, il dit avec une certaine nonchalance : « C'était affreux. Monsieur Linton, je veux dire. Une telle chose à une fête. Maman dit que ça a terriblement bouleversé Madame Hawthorne. Je suis sûr que cela a bouleversé tout le monde, a déclaré mademoiselle Marple. Quand la vie quotidienne est perturbée, on le ressent jusqu'au plus profond de soi. Peter hocha la tête, puis laissa échapper. On dit des choses horribles, Miss Marple. C'est toujours le cas, à propos de Madame Carter. Parce qu'elle et Monsieur Linton ont eu un malentendu à la salle paroissiale la semaine dernière. Ce n'était rien. Les désaccords ne sont souvent rien, dit Miss Marple. Mais parfois, ils sont tout autre chose, déguisés en rien pour passer inaperçus. Quel était le malentendu ? Peter rougit. J'ai juste entendu. Monsieur Linton a dit que les costumes étaient trop... Enfin, il a dit que la pièce n'était pas convenable. Madame Carter s'est moquée de lui. Elle rit des gens parfois. Ça les fâche. Oui, dit Miss Marple. Le rire est un instrument étonnamment efficace contre l'orgueil. Peter regarda sa soucoupe. « Je suppose que oui. » Miss Marple attendit. L'attitude du garçon avait quelque chose de traqué. Il avait envie de dire quelque chose, mais il craignait de le dire à voix haute, à la manière des jeunes qui soupçonnent que le tissu délicat des arrangements pour adultes peut se déchirer sous la pression.
Lorsqu'il se leva enfin, murmurant qu'il devait se rendre au presbytère, Miss Marple se contenta de lui tapoter la manche. « Ne vous inquiétez pas trop, dit-elle. Quand on parle beaucoup, on est souvent plus loin de la vérité que lorsqu'on se tait. » Tandis que Peter partait, Madame Carter elle-même fit une entrée théâtrale, la sonnette de la porte émettant un léger tintement accusateur. Elle retira ses gants d'un geste rapide et précis et commanda un café, qui n'était pas au menu mais que Madame Maple lui tendit intimidée. Eleanor Carter était grande, même si le chapeau qu'elle portait l'était encore plus. On aurait dit qu'elle aurait été plus heureuse si le salon de thé avait eu un balcon. La pièce changea subtilement, sous sa présence. Madame Williams se redressa et la voix de Madame Bartlett devint mielleuse. Lydia Thorne fit semblant de consulter l'horloge, qui n'en avait pas besoin. Miss Marple, dont les aiguilles étaient restées immobiles, reprit ses mains à son sac à tricot, comme pour admettre qu'une scène allait peut-être se jouer. « Bonjour », annonça Madame Carter sans que personne en particulier ne s'en aperçoive, mais à tous. « Une triste histoire hier. Très triste. J'espère que Madame Hawthorne n'annulera pas la répétition finale. Les villageois ont besoin de se réjouir et l'art existe pour les leur apporter. » Madame Williams toussa, une toux ordinaire, gênée. « C'est très gentil de votre part, Madame Carter. » « La prévenance, » répliqua Madame Carter avec un léger sourire, « n'est qu'une habitude, comme les ragots. » Les yeux de Lydia brillèrent. Madame Bartlett rougit. « Nous disions simplement, » hasarda-t-elle, « que le pauvre Monsieur Linton avait le cœur fragile. » « Vraiment ?» Le ton de Madame Carter manquait de curiosité. Il avait en tout cas une opinion très tranchée. Nous ne pouvons pas tous assumer nos opinions avec autant de grâce que les autres doivent les assumer pour nous. « C'est-à-dire » commença Madame Williams, mais Madame Carter avait tourné la tête. « Bonjour, Miss Marple, » dit-elle, avec la vague impression que la femme plus âgée présenterait un public moins enclin à applaudir au mauvais moment. « Vous avez l'air calme. Je vous envie. »« Je suis simplement vieille, » dit Miss Marple d'un ton doux. « On se lasse d'être agité. » Madame Carter réfléchit, puis s'assit, à la faible surprise de Mademoiselle Marple sur la chaise vide en face. « Ils inventeront des histoires, » dit-elle à voix basse. « Ils le font toujours. La tragédie d'hier servira de porte-manteau à toutes les histoires minables qu'ils auront voulu raconter. Saviez-vous, Mademoiselle Marple, que je suis à la fois une croqueuse de diamants, une dépensière et une femme qui a le goût du théâtre ? Je soupçonne qu'il y a encore quelques épithètes accrochées derrière la porte, qu'il compte bien essayer si le temps le permet. »« Vous avez bel et bien fait carrière sur scène, » observa doucement Miss Marple. « C'est le genre de fait dont on se souvient. » Le regard de Madame Carter s'adoucit puis se durcit. « Tu te souviens ? Il s'accroche. Ça leur épargne un effort. Si M. Linton était vivant ce matin, il interviendrait encore. S'il est mort, je suppose qu'il interviendra d'outre-tombe. »« Ce serait difficile, » dit Miss Marple, « à moins qu'il ne laisse des instructions. » Le regard de Madame Carter vacilla, comme une bougie qui tremble lorsqu'une porte s'ouvre au contact d'un courant d'air. « Des instructions ? Des journaux, » dit Miss Marple, comme si le mot n'avait aucune importance. « Il y en a beaucoup dans l'air ce matin. » Madame Carter rit d'un rire cassant. « S'il l'a fait, je n'y peux rien. Je n'ai pas consulté M. Linton au sujet de ces papiers, je vous l'assure. »« Je ne pense pas que vous l'ayez fait, » dit Miss Marple. Une ombre s'abattit sur la table. L'inspecteur Archibald Talbot, un homme grand, à la moustache soignée et à l'expression de quelqu'un qui résiste habituellement à la pression du désarroi des autres, se tenait là, son chapeau à la main. Il n'était pas un inconnu à Rose Hill, mais il n'était pas non plus apprécié de ses habitants les plus romantiques. Le sang-froid d'un inspecteur apparaît souvent, aux yeux des coupables comme des fantaisistes, comme une froideur. « Bonjour, mesdames, » dit-il. « Je me demandais si je pouvais vous dire un mot, Madame Carter. »« Bien sûr, » rétorqua aussitôt Madame Carter en se levant. « Je serais ravi de dissiper les absurdités qui circulent actuellement. »« Peut-être pas ravi, » dit l'inspecteur d'un ton neutre, « mais coopératif, j'espère. » Il la conduisit à une table près de la fenêtre. La pièce inspira, puis expira, et se remit à bourdonner,
prudemment, comme des abeilles qui ont découvert la présence de l'apiculteur. Miss Marple ne tendit pas le cou. Elle n'en avait pas besoin. Certaines bribes d'expression lui vinrent comme si elles étaient spontanées. « J'ai entendu dire que vous vous êtes disputé. »« Des bêtises. Je ne me dispute jamais, je corrige. » Répétition mardi, tard. Clés. Les clés du presbytère sont conservées par vue entrer à 2h15. À ces mots, le regard de Miss Marple, toujours aussi doux, se posa brièvement sur Lydia Thorne. Lydia n'avait pas parlé. Elle n'était pas, à vrai dire, assez près pour entendre la question de l'inspecteur. Mais son silence trahissait l'écoute de ceux qui se targuent d'avoir des informations avant les autres. La cloche sonna de nouveau. Le docteur Pembroke entra, le visage tiré et l'air sérieux. Il aperçut l'inspecteur, hocha la tête et s'approcha de Miss Marple avec une courtoisie désuète. Il la connaissait en quelque sorte depuis toujours. Il y a certaines femmes qui donnent l'impression de les connaître depuis toujours, même si ce n'est pas le cas. « Mademoiselle Marple, » dit-il, « triste affaire. Je me demande si vous étiez là quand le bruit s'est produit. » La toux. Plusieurs personnes ont signalé une toux avant que M. Linton ne soit retrouvé. « J'étais assise juste à côté de l'orme, » dit Miss Marple. Le bruit semblait venir du presbytère, d'une pièce à l'étage. « La chambre d'amis est vide, je crois. » Le médecin fronça les sourcils. « Vide, oui. Madame Hawthorne m'a assuré que personne n'y était logé. Mais la toux ne vient pas des chambres vides. »« Non, » répondit Miss Marple. « Elles émanent généralement des gens. » L'inspecteur Talbot s'était levé. Madame Carter, pâle mais provocatrice, restait près de la fenêtre. L'inspecteur s'adressa alors à la salle d'une voix à la fois ferme et courtoise. « Mesdames, dit-il, je vous demande de vous abstenir de toute bavardage pour le moment. La mort de M. Linton fera l'objet d'une enquête approfondie. » Son regard se porta presque imperceptiblement sur Lydia Thorne, Madame Williams, Madame Bartlett, puis se posa sur Mademoiselle Marple, peut-être par hasard, peut-être pas. Si quelqu'un a entendu ou vu quelque chose d'inhabituel, quoi que ce soit, je vous serai reconnaissant de bien vouloir passer au poste cet après-midi. Il y a eu une toux, déclara Madame Williams, incapable de résister à l'envie de contribuer au compte-rendu officiel. Un terrible coup de couteau, venu du presbytère. Oui, répondit l'inspecteur. On a parlé de tout. La bouche de Madame Carter se pinça. Je dois y aller, annonça-t-elle. J'ai une répétition à organiser si le vicaire le permet. Nous ne pouvons pas laisser l'horreur gouverner Rose Hill. Elle prit ses gants, hésita puis ajouta assez curieusement. Certaines personnes toussent quand elles sont nerveuses. On m'a dit que c'était assez courant. En effet, dit Miss Marple, mais j'en ai vu d'autres tousser pour ne pas être démasquées. Découvert en faisant quoi ? Demanda Madame Carter sur un ton à mi-chemin entre curiosité et défi. Je me cache, dit Miss Marple, ou j'écoute. Il y eut un court silence. Madame Carter inclina la tête comme pour saluer un coup d'échec auquel on n'avait pas pensé. Puis elle disparut, laissant derrière elle un léger parfum de violette et une odeur plus forte. L'entretien de l'inspecteur avec le docteur Pembroke fut bref. Lorsqu'ils se séparèrent, Talbot aborda Miss Marple avec cette politesse grave que les policiers manifestent envers les dames respectables qui, hélas, ne sont pas toujours serviables. « Vous avez l'oreille fine, Miss Marple, » dit-il. « Si vous remarquez autre chose, je vous en serai reconnaissant. »« Je remarque toujours des choses, » répondit Miss Marple, « mais bien souvent, elles ne servent à rien. »« Même ainsi, » dit l'inspecteur, « nous aurons peut-être besoin de nous reparler. » Il marqua une pause. « On parle d'une dispute entre Madame Carter et le défunt. »« On parle de beaucoup de choses, » dit Miss Marple. « Querelles, papiers et tout. Une seule de ces choses est nécessairement liée à la mort. »« Et lequel est-ce » demanda Talbot à moitié amusé. « Les papiers, » dit doucement Miss Marple. « Il y a toujours quelqu'un qui s'en soucie, inspecteur. On peut nier les disputes et justifier une toux. Les papiers sont gênants, ils existent. » Il l'étudia un moment, puis inclina la tête et partit. Le salon de thé expira.
Madame Bartlett se pencha aussitôt vers Madame Williams. « Eh bien, en effet, » dit Madame Williams, toute rouge d'importance. « C'est comme je l'ai dit. » « Ce que vous avez dit, » murmura Lydia, « c'est que M. Linton avait un cœur fragile. Maintenant ce sont les papiers, le presbytère et une toux. Je me demande bien à qui venait cette toux. » Alors que la conversation reprenait, Miss Marple termina son thé et prit enfin une petite bouchée de gâteau Ecle. C'était très bon. Elle se leva, paya et sortit dans la lumière du matin. En route vers le presbytère, elle passa devant Willowbrook Cottage, où les haies étaient toujours carrées. Au portail, elle rencontra Madame Hawthorne, l'air lasse, ses mains expertes tordant un mouchoir. « Oh, mademoiselle Marple, » dit la femme du pasteur. « Quelle horreur! L'inspecteur a posé tant de questions. Je ne sais pas quoi lui dire. Je me dis sans cesse, si seulement j'avais fermé cette pièce à clé. Mais pourquoi l'aurais-je fait? Elle est vide. » « Bien sûr, » dit Miss Marple. « On ne ferme pas à clé le vide. » Madame Hawthorne émit un petit rire triste, presque un sanglot. « C'est absurde, je sais, mais j'ai l'impression que quelqu'un est passé par là, d'une manière ou d'une autre. J'étais en train de faire la poussière la semaine dernière et j'ai trouvé que le loquet de la fenêtre n'était, plus tout à fait comme je l'avais laissé. Mais on oublie, n'est-ce pas? »« On le fait, » dit Miss Marple, « et puis on s'en souvient, au mauvais moment. » Ils restèrent ensemble dans le silence du chemin. Quelque part, au-delà de l'aubépine, un pigeon ramier se répéta. Miss Marple posa une main bienveillante sur le bras de la jeune femme. « Si vous trouvez une clé égarée, dit-elle, un manteau déplacé ou un coussin retourné, prévenez-moi. Les petits détails sont souvent les meilleurs indicateurs. » Madame Hawthorne déglutit. « Merci. Vous êtes très gentil. »« Pas du tout. Je suis simplement curieux. » Miss Marple poursuivit. Elle ne se rendit finalement pas directement au presbytère, mais sur le pré, où les tables à tréteaux avaient déjà été débarrassées, bien qu'un morceau de papier à brioche errait, s'accrochant tristement à l'herbe. Elle traversa jusqu'au mur de pierre où M. Linton était tombé et regarda le sol avec l'attention calme d'un jardinier à la recherche de jeunes pousses. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Une zone éraflée là où de nombreux pieds avaient posé. Un bouton tombé à moitié caché dans les pâquerettes. Elle ramassa le bouton. De la corne sombre, de ces qualités sobres qu'apprécierait un homme soigné. Elle le glissa dans son gant. Puis elle se retourna et observa les fenêtres du presbytère. La chambre d'amis, si elle se souvenait du plan de la maison, devait être la deuxième en partant de la gauche. Le châssis était fermé. Les vitres brillaient. Les oiseaux chantaient. Tout était en ordre. Seulement, et ici les yeux de Miss Marple se rétrécirent un tout petit peu, une très légère trace apparut à l'intérieur de la vitre, tout en haut, comme si quelqu'un avait soufflé sur le verre et l'avait essuyé d'un geste rapide de la main. « Mon Dieu !» dit Miss Marple à voix haute, d'une voix qu'on pourrait employer pour une tache de confiture sur le poignet d'un enfant. « Mon Dieu, vraiment !» Rose Hill bourdonnait d'activité. Les commerçants s'interpellaient et une femme de ménage, passant avec sa serpillière, lança à Miss Marple un joyeux « Bonjour, ma belle ». Le village, comme tous les villages, avait repris son rythme quotidien. Pourtant, sous la surface lumineuse, le flot des conversations coulait à flot. Une toux dans une pièce vide, une dispute dans une salle paroissiale, un avocat à la retraite, gris comme la pierre. L'inspecteur ferait son devoir avec la méthode appropriée, et les villageois feraient le leur avec un enthousiasme déplacé. Et Miss Marple, qui connaissait bien les deux types de travail, commençait, doucement et poliment, à poser le genre de questions qui paraissent inoffensives, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Chapitre 3. La chambre vide. L'inspecteur Talbot n'était pas homme à se laisser aller à la superstition. Il détestait les expressions comme un pressentiment ou sentiment, et préférait le concret, heure du décès, témoignage, preuve matérielle. Néanmoins, lorsque Madame Hawthorne insista pour qu'il examine la chambre d'amis du presbytère, il le fit avec l'air résigné d'un homme qui se plie aux caprices des femmes. Miss Marple, par un hasard inéluctable,
était présente. Elle était passée au presbytère le matin même avec un pot de confiture de prunes, pour madame Hawthorne, qui devait être épuisée après toute cette agitation. Elle était donc disponible à l'arrivée de l'inspecteur, carnet à la main. Le vicaire, doux et pressé, le conduisit à l'étage. « On n'y va presque jamais, » dit-il en s'excusant. « Mon beau-frère a dormi ici en avril, et depuis, il est quasiment vide. Nous ne fermons pas la porte à clé. » La chambre était simple mais agréable. Un lit étroit soigneusement fait, un lavabo avec une cruche et une bassine, des rideaux de chintz délavés. Une fine couche de poussière recouvrait la commode. Une légère odeur de sachet de lavande persistait. Rien d'anormal à première vue. Pourtant, l'œil de Miss Marple n'était pas ordinaire. Elle remarqua les rideaux. L'un d'eux était tiré d'un demi-pouce plus en avant que son voisin, comme tiré précipitamment par derrière. Le pot du lavabo était vide, naturellement dans une pièce inutilisée, mais le porte-savon portait une légère trace d'humidité, et le loquet de la fenêtre, poli par des années de manipulation, présentait une tache récente, à moitié essuyée, comme par un pouce nerveux. L'inspecteur Talbot se pencha pour examiner le sol. Planche propre, aucun signe d'entrée, aucune trace. De pas, même si je ne m'attendais pas à en trouver. Il se redressa en s'essuyant les mains. Je suppose que la toux que les gens entendaient venait du jardin. Les sons résonnent bizarrement lors des fêtes. Miss Marple pencha la tête. Les échos sont étranges, inspecteur. Ils ne semblent généralement pas humains lorsqu'ils ne le sont pas. L'inspecteur s'autorisa un sourire respectueux, mais légèrement condescendant. Vous avez l'oreille pour ce genre de choses, Miss Marple ? J'ai l'oreille attentive, dit-elle doucement. Pour les gens. Tout, éternuement, soupir, tout est très personnel. On en dit parfois plus long sur une toux que sur une conversation. Le vicaire, qui détestait les conflits sous toutes leurs formes, s'empressa d'acquiescer. Oui, oui, tout à fait. Et pourtant, inspecteur, ma femme et moi sommes tous deux mal à l'aise. Nous ne pouvons pas dire pourquoi, mais... L'inquiétude, dit Talbot, est souvent le prix de l'excitation. Une mort subite lors d'une fête, c'est forcément déstabilisant. Le regard de Miss Marple se posa sur le couvre-lit. Un fil s'était détaché dans un coin, comme tiré. Elle le remit délicatement en place. « C'est plus perturbant qu'on ne le pense, » dit-elle doucement. Pendant ce temps, le village s'épanouissait grâce aux conversations. Cet après-midi-là, la grande-rue bourdonnait comme une ruche à l'heure de l'essaimage. Chez le marchand de légumes, Madame Bartlett confia à sa voisine avoir vu Madame Carter rentrer précipitamment chez elle après la fête. Précipitamment remarqué d'une manière tout à fait indigne de dignité. À la poste, Lydia Thorne s'attarda longuement, avec suspicion, sur une feuille de timbre, espérant surprendre des nouvelles du télégraphiste. Et à la forge, le vieux monsieur Pritchard déclara que M. Linton avait posé des questions embarrassantes sur les comptes de la paroisse, ce qui, si c'était vrai, pourrait expliquer bien des choses. À l'heure du thé, 3 explications distinctes de sa mort avaient été établies comme des faits dans différents quartiers de Rose Hill. 1. Il avait été empoisonné par Madame Carter, en représailles de son interférence dans sa pièce. 2. Il était mort de choc après avoir trouvé quelque chose d'incriminant dans la chambre d'amis du presbytère. 3. Il avait simplement abusé du tourteau de graines, ce qui, comme tout le monde le savait, ne lui convenait pas. Miss Marple, assise avec son tricot près de la fenêtre du salon de sa nièce, entendait ces théories relayées l'une après l'autre par sa jeune petite-nièce, avide de partager les ragots. Elle écoutait avec une expression d'absorption agréable, hochant la tête comme si chaque possibilité avait la même importance. Quand la jeune fille fut à bout de souffle, Miss Marple dit simplement « On meurt rarement de ce que les autres supposent, ma chère. On meurt de ce qu'on est. Et de ce qu'on craint. » L'enfant, ne comprenant pas, s'enfuit jouer. Miss Marple posa son tricot et examina le petit bouton en corne qu'elle avait trouvé près du mur. Il était très sobre, très correct. Elle avait déjà examiné sa propre mémoire. La veille, le manteau de M. Linton portait 4 boutons à chaque poignet, soigneusement assortis. Celui-ci ne lui appartenait pas.
Le lendemain matin, de nouveaux troubles surgirent. Madame Hawthorne, pâle et distraite, se présenta à la porte de Miss Marple. « Je me sens tellement bête, » commença-t-elle en tordant ses gants. « Mais, Miss Marple, une des clés a disparu. Je ne trouve nulle part la clé de la chambre d'amis. Je la garde toujours dans le tiroir du bureau. Elle n'y est plus. » Miss Marple accueillit cette information avec le calme de quelqu'un habitué depuis longtemps aux défauts des tiroirs, des serrures et des personnes. « Les clés errent, ça arrive, » dit-elle, « surtout quand on les emprunte. » Madame Hawthorne rougit. « Vous voulez dire… » « Je veux dire, » dit doucement Miss Marple, « les clés, c'est comme les ragots. Elles passent de main en main. La difficulté n'est pas de savoir où elles sont, mais qui les a eues en dernier. » À ce moment, le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la voiture attira leur attention. L'inspecteur Talbot descendit, vif et officiel. Il les salua avec courtoisie, mais avec l'air d'un homme déjà sûr de son affaire. « Je suis venu, » dit-il, « car nous avons progressé. Le rapport du laboratoire est revenu du Middleshire. Il y avait des traces, légères mais présentes, de digitaline dans l'organisme de M. Linton. Il se peut qu'il ait été pris accidentellement, bien sûr, mais on ne peut ignorer ces preuves. » Madame Hawthorne haleta. « Du poison, c'est possible, » dit l'inspecteur. « Il faut s'en remettre à ceux qui en ont eu l'occasion. Quelqu'un a peut-être préparé son thé ou glissé quelque chose dans son verre. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Digitalis, » répéta-t-elle doucement. « C'est très intéressant. Ce n'est pas un poison courant pour les impulsions soudaines. C'est plus délibéré. Et cela requiert une certaine connaissance. » L'inspecteur hocha la tête. « Tout à fait. Nous enquêtons pour savoir qui aurait pu y avoir accès. Madame Carter, par exemple, a été vue en train de se disputer avec lui. Et le docteur Pembroke, bien sûr, en a un stock dans son cabinet. Bien que j'hésite à croire. »« Bien sûr, » dit Miss Marple d'un ton doux, « mais il ne faut pas oublier l'atout. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Encore l'atout ? » ?»« Oui, » dit-elle. « C'est peut-être le seul détail qui ne s'expliquera pas. On tousse pour de nombreuses raisons. Maladie, nervosité et dissimulation. Mais on ne tousse pas dans une pièce vide, inspecteur. Si l'on persiste à dire que la pièce était vide, alors force est de constater qu'elle ne l'était pas. » L'inspecteur ouvrit son carnet, hésita, puis le referma d'un coup sec. « Très bien, mademoiselle Marple. Je vais demander à l'agent de police d'examiner à nouveau les lieux. Mais je crains que les ragots ne nous prennent de vitesse, quoi qu'on fasse. » Miss Marple esquissa un léger sourire entendu. « C'est généralement le cas. Mais les ragots, comme la fumée, ont le don de révéler où est le feu. Ce soir-là, tandis que les lampadaires du village brillaient et que les volets se fermaient, Miss Marple était assise à son bureau. Elle nota d'une écriture soignée 3 observations simples. 1. Une toux entendue là où personne ne devrait être. 2. Un bouton trouvé là où il ne devait pas être. 3. Une clé qui s'est égarée. Elle s'arrêta, tapota son stylo contre son menton et ajouta une 4e ligne. 4. Digitalis. Ni accident, ni hasard. Puis elle épongea la page et joignit les mains. Dehors, dans l'obscurité estivale, Rose Hill était silencieuse. Mais dans l'une de ces maisons, Miss Marple ne pouvait encore dire laquelle, quelqu'un attendait, inquiet, le prochain mouvement. Chapitre 4. Le mauvais suspect. L'inspecteur Talbot était prudent, mais pas au point de négliger le rythme soutenu des conversations du village. Le 3e jour après la fête, ces conversations s'étaient transformées en un chœur qui ne désignait qu'une seule direction. Madame Eleanor Carter. Les ragots avaient leur raison, comme toujours. Elle s'était disputée avec M. Linton, publiquement, avec des rires qui, disait-on, l'avaient blessé au vif. Ses factures étaient en suspens, ses humeurs étaient tendues, et aux yeux de Rose Hill, sa morale aussi. On murmurait qu'on l'avait vu quitter le presbytère par la porte latérale, peu avant que M. Linton ne s'effondre. Et Mme Bartlett, qui avait toujours affirmé ne pas être une colporteuse, déclara néanmoins que Mme Carter avait commandé une boîte de comprimés de digitaline des années auparavant pour le cœur de son pauvre mari et ne les avait jamais rapportés à la pharmacie.
Ce ne fut donc pas une grande surprise lorsque l'inspecteur Talbot, figé dans ses formalités, se rendit au domicile de Madame Carter à Willowbrook Lane, avec 2 agents à ses trousses. Miss Marple, qui rendait visite à Madame Bartlett de l'autre côté de la rue, était là pour observer derrière un rideau de dentelle. Elle ne haleta ni ne fit de bruit de désapprobation comme sa compagne, mais ses yeux pâles se plissèrent légèrement. Madame Carter reçut l'inspecteur dans son salon, dont les rideaux étaient tirés pour masquer la lumière matinale. Elle était élégante, comme toujours, sa robe vert foncé, sa voix maîtrisée, malgré son teint éclatant. « Inspecteur, dit-elle avec une pointe de défi, je ne peux imaginer quelles autres questions vous pourriez me poser. J'ai déjà expliqué plus d'une fois que j'avais quitté la fête pour aller chercher mon châle. Une mission parfaitement innocente. « Peut-être, madame, dit gravement Talbot, mais on vous a vu entrer dans le jardin du presbytère peu avant la chute de M. Linton, et votre querelle passée avec lui est de notoriété publique. » « Une dispute ?» Madame Carter eut un petit rire. « Les hommes meurent-ils de dispute, inspecteur ? Si c'était le cas, il en resterait beaucoup moins. » La moustache de Talbot tressaillit, mais il ne sourit pas. « Nous avons également des raisons de croire que M. Linton est mort d'un empoisonnement à la digitaline. On sait que vous aviez cette drogue en votre possession. » Il y eut un silence. La main de Madame Carter, posée sur la coudoir de son fauteuil, se resserra. « Mon mari, dit-elle enfin, était sous traitement il y a des années. J'en avais gardé un petit flacon. Oui, mais il est vide, depuis longtemps. Si vous souhaitez fouiller mes placards, n'hésitez pas. Vous n'y trouverez rien. » L'inspecteur inclina la tête. « Nous devons le faire. J'en ai bien peur. » Par souci de rigueur. La nouvelle se répandit à une vitesse étonnante. Lorsque les agents partirent avec Madame Carter à leur bord, non pas arrêtés, insista l'inspecteur, mais simplement interrogés, la moitié du village était déjà certaine qu'elle serait pendue. Madame Bartlett déclara qu'elle le savait depuis le début. Madame Williams soupira qu'une femme aussi prestigieuse allait connaître une fin tragique. Lydia Thorne, avec un léger sourire, remarqua que les dames de théâtre sont toujours dramatiques. Seule Miss Marple, assise dans le salon de Madame Bartlett avec son tricot, ne semblait pas convaincue. « Ne pensez-vous pas, Miss Marple, insista Madame Bartlett, que l'affaire est claire comme le jour. Elle s'est disputée avec lui. Elle avait le poison. On l'a vu au presbytère. C'est presque providentiel. » Miss Marple compta soigneusement ses mailles avant de répondre. « La providence est rarement aussi ordonnée, ma chère. La vérité, c'est que la nature humaine est souvent désordonnée. Je me demande... » Elle laissa la phrase s'éloigner, mais son esprit, aussi ordonné que son tricot, continuait à fonctionner régulièrement. Ce soir-là, Miss Marple se promena dans le chemin près du presbytère. L'air était encore chaud, même si les haies sentaient légèrement la terre humide. Elle s'arrêta près du mur de pierre où M. Linton était tombé et regarda pensivement l'herbe. Le bouton du klaxon était toujours dans son réticule. Madame Carter, pensa-t-elle, ne portait aucun vêtement assorti. Le manteau de M. Linton avait tous ses boutons intacts. Quelqu'un d'autre était donc passé par là. Et puis, il y avait la toux. Une toux dans une pièce vide, à moins que la pièce ne soit pas vide. Madame Carter était peut-être théâtrale, mais Miss Marple en était certaine. Elle n'était pas du genre à rôder. Dans des chambres empruntées, étouffant son souffle. Non, il y avait quelqu'un d'autre dans cette affaire. Mais lequel? Lydia Thorne, vigilante et curieuse. Le docteur Pembroke, avec son accès facile à la digitaline. Ou le jeune Peter, pâle et nerveux, qui en savait bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Miss Marple rentra lentement chez elle, sa silhouette frêle presque perdue dans l'ombre des haies. Elle avait vu, trop souvent, combien l'évidence devenait vite une erreur, et comment le jugement d'un village pouvait être aussi hâtif et cruel qu'un nœud de potence. Quelque part à Rose Hill se trouvait la vérité, et Jane Marple, silencieuse, persévérante, infiniment patiente, était déterminée à la trouver. Chapitre 5. Les secrets sous la surface. L'arrestation,
ou ce que l'inspecteur qualifiait avec force de simple interrogatoire, de Madame Carter avait mis Rose Hill en émoi. Pour certains, c'était la confirmation de tous leurs soupçons, pour d'autres, un choc divertissant, et pour un nombre plus restreint et plus discret, c'était une source de malaise qui murmurait au fond de leur esprit. Miss Marple appartenait naturellement à cette dernière catégorie. Elle passa la matinée suivante comme d'habitude, c'est-à-dire semblant ne rien faire. Elle était assise avec son tricot dans le jardin de sa nièce, ses yeux pâles suivant les moineaux qui filaient le long des haies. Des voisins passaient et échangeaient des salutations. Un commerçant sifflait en passant à vélo, mais l'esprit de Jane Marple était moins serein que ses manières. Elle réfléchissait à l'étrange affaire des papiers de M. Linton. Elle ne les avait pas encore vus, mais elle en avait suffisamment entendu parler pour savoir qu'ils existaient. Et dans la vie d'un avocat à la retraite, les papiers contenaient souvent plus que de la simple correspondance. Testament, acte, confession, ces bribes de vie humaine que les hommes préfèrent à garder pliées et scellées. Et elle se souvenait de la remarque un peu trop facile de Lydia Thorne à leur sujet au salon de thé. Comment Lydia avait-elle su? Ou avait-elle deviné? Miss Marple avait vécu trop longtemps pour accorder une confiance excessive à des suppositions aussi exactes. Cet après-midi-là, elle prit le thé avec Madame Maple au salon de thé Willowbrook. Madame Maple, qui se targuait de ne pas être à l'écoute des autres, savait néanmoins tout ce qui se passait à Rose Hill. « C'est une affaire épouvantable », confia Madame Maple en se penchant par-dessus le comptoir. « Et pourtant, je ne pense pas que Madame Carter soit assez méchante pour commettre un meurtre. Elle est vaniteuse, certes, et extravagante, et elle a même oublié de me payer pendant 3 semaines consécutives. Mais un meurtre? Non, je ne le vois pas. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. Et pourtant, les gens font des choses horribles quand ils ont peur. La peur est immobile. On est plus puissant, plus fort parfois que la cupidité. Madame Maple parut surprise. La peur? De quoi Madame Carter devrait-elle avoir peur? C'est précisément la question, dit Miss Marple d'un ton doux. À ce moment-là, Lydia Thorne entra, impeccable et sûre d'elle, le regard perçant comme toujours. Elle commanda du thé puis s'attarda, espérant visiblement entendre. Miss Marple l'observait, les cils baissés. Lydia avait l'air de quelqu'un qui savoure les secrets, non pas les siens, mais ceux des autres. Ailleurs dans le village, d'autres secrets s'agitaient. À la forge, M. Pritchard racontait à qui voulait l'entendre que les comptes de la paroisse étaient complètement embrouillés et que M. Linton y fouillait. « Il avait des papiers, » dit M. Pritchard d'un ton sombre, « et des questions dangereuses. » À la poste, Mme Williams murmura que Mme Hawthorne avait l'air très fatiguée ces derniers temps. « Ce n'est pas seulement la fête. Je l'ai vue en larmes la semaine dernière, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Et elle est toujours si compétente. » Et au cabinet du médecin, le jeune Peter Hawthorne, pâle et anxieux, fut entendu par la servante interroger le docteur Pembroke au sujet de « ce médicament que vous avez donné à père ». Il s'interrompit brusquement en réalisant que la servante écoutait, mais les mots s'étaient déjà envolés comme des oiseaux en liberté. Miss Marple entendit tout cela, comme toujours, non pas parce que les gens le lui disaient, mais parce qu'il laissait tomber des morceaux qu'elle rassemblait et cousait ensemble aussi soigneusement que son tricot. À la fin de la journée, elle avait formé un curieux patchwork. M. Linton avait des papiers, et quelqu'un craignait ce qu'ils contenaient. Madame Hawthorne était sous tension, même si personne ne pouvait dire pourquoi. Le jeune Pierre portait un fardeau trop lourd pour sa jeunesse, et le docteur Pembroke, respecté et gentil, avait facilement accès au poison et au secret. Les rumeurs concernant Madame Carter restaient les plus fortes, mais Miss Marple, avec son sens aigu de la nature humaine, ne pouvait les accepter. Madame Carter pouvait bien agir de façon dramatique, mais sa peur était celle du scandale, non d'être découverte. La véritable peur, pensa Miss Marple, résidait ailleurs à Rose Hill, dans le tremblement des mains de Madame Hawthorne, dans les regards désespérés de Peter,
peut-être même dans l'insistance prudente de l'inspecteur sur la simplicité de la situation. Ce soir-là, elle retourna au presbytère sous prétexte d'apporter un bocal de noix marinées. Madame Hawthorne la reçut dans son bureau, l'air chargé de livres et imprégné d'une légère odeur de poussière. « Vous êtes très aimable, Miss Marple, » dit-elle, les yeux lasses. « Je ne sais pas comment nous allons supporter cette situation. Pauvre Monsieur Linton. Et maintenant la police entre et sort de la maison. » Miss Marple la regarda avec douceur. « Il n'est pas facile de voir sa paix troublée. Et vous êtes troublée, ma chère. Je ne peux m'empêcher de le constater. » Madame Hawthorne pressa son mouchoir contre ses lèvres. « C'est stupide de ma part, je sais. Mais M. Linton est bienvenu ici avant la fête. Il a insisté. Il voulait voir les papiers de mon mari. Les comptes de la paroisse, a-t-il dit, étaient irréguliers. Je n'ai pas apprécié son ton. Tu lui as permis de les voir. Je ne pouvais pas refuser complètement. Mais je lui ai dit que les livres étaient dans le bureau. Il pouvait aller les chercher lui-même s'il le souhaitait. Seulement, il s'est mis en colère et a dit qu'il reviendrait plus tard. C'est tout. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Ce n'est pas tout, je crois. Qu'a-t-il vu ou dit pour vous inspirer autant de crainte ?» Madame Hawthorne secoua la tête, les larmes aux yeux. « Il a dit que mon mari avait été négligent et que d'autres pourraient en pâtir. Je ne peux pas en dire plus, mademoiselle Marple. Je vous en prie. Je ne peux pas. » Et elle se détourna, les épaules tremblantes. Cette nuit-là, Miss Marple écrivit à nouveau dans son carnet. Monsieur Linton, enquête sur les comptes. Madame Hawthorne, angoissée, craintive. Pierre, anxieux, connaissance possible. Docteur Pembroke, accès à la digitaline. Madame Carter, c'est trop évident. La peur du scandale, pas la culpabilité. Elle tapota son stylo, puis ajouta une dernière ligne. L'atout, toujours inexpliqué. Elle replia ses notes et ferma le carnet. Dehors, les hiboux chantaient, et Rose Hill baignait dans le calme d'une nuit d'été. Mais dans plus d'une maison, Miss Marple en était certaine. On trouvait des regards éveillés et des cœurs effrayés. Le village regorgeait de secrets. Et les secrets, elle le savait, pouvaient mener au meurtre. Chapitre 6. Le deuxième choc. En temps normal, la mort de M. Linton aurait pu commencer à s'effacer au profit de la vie du village, tel le son d'une cloche d'église qui s'éteint après les vêpres. Mais Rose Hill ne devait pas bénéficier d'une telle paix. 3 nuits après l'interrogatoire de Madame Carter, une autre perturbation secoua les ruelles tranquilles. Tout commença par un bruit de verre brisé. Le jeune Tom Cooper, livrant du lait avant l'aube, l'entendit en passant devant le presbytère. Il jura ensuite qu'il provenait d'une fenêtre à l'étage, suivi presque aussitôt d'un bruit sourd suggérant que quelque chose, ou quelqu'un, était tombé lourdement à l'intérieur. À l'heure du petit déjeuner, la nouvelle était partout. Le bureau du presbytère avait été cambriolé. Curieusement, rien n'avait été dérangé, si ce n'est le tiroir où étaient conservés les comptes de la paroisse. Le tiroir avait été forcé et son contenu dispersé. Quelques volumes de registres, gisaillants sur le tapis, pages déchirées, chiffres tachés. Mais plus inquiétant encore, une liasse de papiers, les notes de M. Linton qu'il avait confiées au vicaire pour mise en sécurité, avaient disparu. L'inspecteur Talbot arriva à la maison dans l'heure, l'air vif mais l'air troublé. Il examina la vitre brisée, le tiroir forcé, les papiers éparpillés. Il interrogea le vicaire et sa femme, pâles et secoués, et il nota la déposition de Tom Cooper avec soin, non sans un soupir. « D'abord un décès, maintenant un cambriolage, » dit-il d'un ton sombre. On dirait que Rose Hill a pris l'habitude londonienne du crime. Miss Marple, qui avait été récupérée par Madame Hawthorne dans sa détresse, se tenait dans le bureau avec sa douce expression de sympathie et ses yeux perçants ne manquant rien. Elle remarqua par exemple que la vitre de la fenêtre brisée gisait en grande partie à l'extérieur, sur le chemin du jardin, et non à l'intérieur, sur le tapis. Un fait curieux si l'intrus était entré de l'extérieur. Elle remarqua aussi que les registres sur le sol n'étaient pas tombés au hasard, mais semblaient plutôt disposés de manière à suggérer un fouillement précipité.
et elle aperçut, près du tapis du foyer, une légère trace de suie, comme celle d'une chaussure qui aurait marché là où elle n'aurait pas dû. Au milieu de la matinée, le village était en proie à des spéculations. Chez l'épicier, Madame Bartlett déclara que le cambriolage prouvait la culpabilité de Madame Carter. Elle avait organisé le vol des papiers pour brouiller les pistes. À la poste, Lydia Thorne suggéra qu'il s'agissait plutôt d'une tentative de discréditer le curé. Et à la forge, M. Pritchard laissa entendre d'un ton sombre que les comtes de la paroisse étaient depuis longtemps un véritable nid de vipères, et que M. Linton en savait trop. Miss Marple, cependant, pensa à autre chose, la toux. Elle s'en souvenait maintenant avec précision, rauque et désespérée, résonnant dans la pièce même dont la fenêtre avait été brisée. Une coïncidence peut-être. Mais Jane Marple n'avait jamais cru aux coïncidences. Cet après-midi-là, alors qu'elle se dirigeait vers le parc, Miss Marple rencontra le jeune Peter Hawthorne. Il était pâle, ses traits d'écolier tirés par l'inquiétude. « Bonjour, Peter, » dit-elle gentiment. « Tu n'as pas l'air bien. J'espère que tu ne caches rien à ta tante. » Peter rougit. « Ce n'est rien, Miss Marple. Vraiment. Seulement, tout est horrible en ce moment. Tonton est distrait. Maman pleure. Et l'inspecteur n'arrête pas de poser des questions. Et toi, dit doucement Miss Marple, tu as quelque chose sur la conscience. Il n'est pas sage de porter un poids trop lourd sur ses épaules, Peter. Les choses portées en silence finissent souvent par devenir plus lourdes qu'elles ne le sont. Peter se mordit la lèvre. Un instant, elle crut qu'il allait parler, mais il secoua la tête. « Je ne dois pas. Ce n'est pas à moi de le dire. » Et il s'éloigna précipitamment, laissant Miss Marple avec un malaise grandissant. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, un autre choc survint. Le docteur Pembroke, appelé subitement au domicile de Madame Carter, la trouva étendue, évanouie et tremblante dans son salon. Un petit verre était posé sur la table à côté d'elle, son contenu dégageant une légère odeur amère. Elle avait, semble-t-il, tenté de se suicider. Heureusement, la tentative fut maladroite. La dose avait été faible et grâce à un traitement rapide, elle guérit. Mais cette implication suffisait à mettre le village en émoi. « Preuve de culpabilité », murmura Madame Williams, les yeux écarquillés. « Sinon, pourquoi essaierait-elle d'en finir ?» Miss Marple, apprenant la nouvelle par sa nièce, secoua doucement la tête. « Pas de preuve, ma chère. Le désespoir peut avoir de multiples origines. La culpabilité, certes, mais aussi l'humiliation, ou la peur de l'insupportable. » Elle repensa au papier manquant, à la toux dans la pièce vide, à la suie sur le tapis du foyer et au bouton dans son réticule. Chacun était une pièce d'un puzzle dont le motif commençait à se dessiner, faiblement. Cette nuit-là, elle écrivit à nouveau dans son petit carnet « Cambriolage, papier volé, fenêtre brisée de l'intérieur, pas de l'extérieur. Mise en scène, Madame Carter, tentative de suicide. Peur, pas nécessairement culpabilité. Pierre, on ne sait plus qu'il ne veut le dire, suit sur le tapis. L'intrus a utilisé la cheminée ou s'est tenu trop près du feu. Et puis, après une pause, elle ajouta un seul mot. Tout. Elle posa sa plume, joignit les mains et contempla la nuit d'été. Quelque part à Rose Hill, une main avait frappé 2 fois. Une fois pour un meurtre, une fois pour un vol. Et Jane Marple, patiente et persévérante, était déterminée à voir où elle frapperait à nouveau. Chapitre 7. Murmure dans l'obscurité. Rose Hill s'était toujours enorgueillie de sa respectabilité sereine. Les jardins étaient entretenus, les comptes réglés, les esprits maîtrisés, du moins en public. Pourtant, dans la semaine qui suivit le cambriolage du presbytère, le village sembla perdre son sang-froid. Les voisins se regardaient avec suspicion, les rideaux frémissaient au moindre pas, et dans les salons et les cuisines, des secrets longtemps enfouis commencèrent peu à peu à ressurgir. Miss Marple, tricotant sereinement dans le salon de sa nièce, connaissait bien les signes.
On ne vit pas longtemps dans les petits villages sans observer comment le scandale délie les langues et comment la peur fait surgir la vérité, bien que souvent par des chemins tortueux. Tout a commencé avec Madame Bartlett, arrivée un matin sous prétexte d'emprunter une bobine de fil. Elle s'est installée dans un fauteuil et s'est penchée en avant avec délectation. « On dit, murmura-t-elle, que Madame Hawthorne a tenu plus que des comptes paroissiaux. Il y a des lettres, Mademoiselle Marple, des lettres personnelles, d'un gentleman, pas son mari. » Miss Marple, qui n'encourageait jamais les ragots en paraissant trop enthousiaste, se contenta de hausser ses sourcils pâles. « On a bien des correspondants, ma chère, souvent très innocents. »« Innocent ?» railla Madame Bartlett. « Le fils d'une veuve de Marlécombe, beau comme un roc, et plus d'une automobile à son actif. Elle l'a rencontré à une vente de charité paroissiale. Des lettres toutes les 2 semaines, à ce qu'on m'a dit. »« Les lettres, » dit doucement Miss Marple, peuvent signifier bien des choses. Parfois, seulement qu'une femme seule désire être admirée. Madame Bartlett renifla, mais parut légèrement découragée. Miss Marple avait le don de dédramatiser le scandale sans pour autant le nier. Le même après-midi, Lydia Thorne arrêta Miss Marple dans la rue avec son calme habituel. « Sachez, Miss Marple, dit-elle, comme par devoir, que le docteur Pembroke n'est pas aussi impeccable qu'il le paraît. Mon cousin l'a vu un jour aux courses de Newbury, avec une mise assez importante. Il a perdu. Ceux qui perdent au jeu doivent souvent trouver leur argent quelque part. » Miss Marple sourit doucement. « Il faut se méfier des cousins, Lydia. Ils voient si souvent le pire. »« Néanmoins, insista Lydia, cela explique pourquoi il garde ses comptes sous clé. Il a accès à toutes sortes de drogues. Si quelqu'un pouvait... » Miss Marple l'interrompit, non pas sèchement, mais avec une courtoisie douce. « Le docteur Pembroke m'a toujours semblé prudent, et les joueurs, ma chère, sont rarement prudents. Mais vous avez peut-être raison. » Lydia, momentanément arrêtée, émit un petit rire et se dépêcha de continuer. Plus tard, Miss Marple rendit discrètement visite à Madame Hawthorne au presbytère. La pauvre femme était pâle et agitée, ses mains toujours en mouvement. Elle essaya de parler gaiement des devoirs paroissiaux, mais son regard la trahit. Finalement, elle s'exclama. « Oh, Miss Marple, c'est horrible d'être victime de rumeurs. Je sais qu'ils parlent. Je le vois sur leur visage. Ils pensent que j'ai fait quelque chose de honteux. Mais ce n'est pas de la honte, c'est juste de la bêtise. » Miss Marple posa son tricot. « La bêtise est commune à tous, ma chère. Quelle sorte de bêtise ?» Madame Hawthorne hésita, puis se tordit les mains. « Les dettes de mon frère. Il a emprunté et m'a supplié de l'aider. Je pensais pouvoir m'en sortir avec les fonds de la paroisse. Seulement pour une courte période, vous comprenez, jusqu'à ce qu'il puisse rembourser. » Monsieur Linton s'en doutait. Il a dit qu'il dénoncerait la situation. Il a dit que mon mari serait ruiné. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'étais désespéré. Mais je vous jure, Miss Marple, je ne lui ai jamais voulu de mal. Je vous crois, dit doucement Miss Marple. La peur nous rend téméraires, mais pas toujours meurtriers. Pourtant, quelqu'un d'autre était au courant des découvertes de Monsieur Linton, et cela a peut-être été fatal. Ce soir-là, l'inspecteur Talbot passa chez Miss Marple. Il paraissait las, sa moustache tombant plus que d'habitude. « Madame Carter reste la suspecte la plus sérieuse, » a-t-il déclaré. « Mais l'affaire du cambriolage complique les choses. Trop de gens avaient apparemment quelque chose à cacher. »« Tout à fait, » acquiesça Miss Marple. « Les Hawthorne peut-être. Le docteur Pembroke peut-être. Même Lydia Thorne, qui écoute plus qu'il n'est sain pour son âge. Les secrets sont comme les champignons, inspecteur. Ils prospèrent mieux dans l'obscurité, mais une fois dérangés, ils dégagent une odeur très désagréable. » Talbot eut un petit rire malgré lui. « Vous avez une façon bien à vous de présenter les choses, Miss Marple. J'aimerais tellement qu'on ait quelque chose de concret. Les papiers manquants, c'est la clé. Si on pouvait les retrouver. » Miss Marple croisa les mains. « Je pense, inspecteur, que celui qui les a volés ne peut pas encore les détruire. Ces papiers sont utiles comme armes, et on jette rarement des armes avant qu'elles aient fait leur effet. » Cette nuit-là,
Rose Hill était à nouveau perturbée. Dans le silence qui régnait après minuit, une silhouette apparut le long de Willowbrook Lane, se déplaçant rapidement et s'arrêtant de temps à autre pour jeter un coup d'œil derrière elle. La femme de ménage qui assista à la scène jura avoir reconnu le jeune Peter Hawthorne, même si, dans la faible lumière, elle n'en était pas certaine. Le lendemain matin, Peter paraissait pâle et distrait, une tache d'encre sur sa manchette. Il évita le regard de Miss Marple lorsqu'elle le salua devant le bureau de poste. Elle le regarda partir, le regard pensif. Le garçon était effrayé, c'était évident. Mais était-ce pour lui-même ou pour quelqu'un qu'il aimait? À la fin de la semaine, le carnet de Miss Marple contenait plus de secrets que la plupart des confessionnaux. Madame Hawthorne, détournement de fonds paroissiaux, menacé par M. Linton, Dr Pembroke, rumeurs de jeu, accès au poison, Lydia Thorne, collectionneuse passionnée de potins, étrangement bien informée, Madame Carter, humiliation, scandale, mais pas, pensait Miss Marple, le cœur du problème. Pierre se comporte comme s'il portait un fardeau trop lourd, et toujours, par-dessus tout, l'atout dans la pièce vide. Miss Marple tapota la page avec sa plume. « On dirait une tapisserie, » murmura-t-elle. « Le motif ne se voit pas au premier abord, mais tirez le bon fil, et tout se révèle. » Elle posa son stylo, plia ses notes, et se prépara à ce qui allait sûrement arriver. Car d'après sa longue expérience, la révélation de secrets n'était jamais la fin. C'était le début du danger. Chapitre 8. Le garçon disparut. C'était un samedi soir que Rose Hill connut son deuxième véritable choc. L'air était doux et doré, parfumé au chèvrefeuille. Les villageois se promenaient par deux, échangeant des paroles de voisinage, mi-salutation, mi-suggestion. L'affaire de la mort de M. Linton et du cambriolage du presbytère restait sur toutes les lèvres, même si l'horreur commençait à s'estomper. Les soupçons, cependant, s'aiguisaient. Miss Marple, assise à la fenêtre du salon de sa nièce, comptait ses mailles lorsque le vicaire lui-même arriva, chapeau à la main, le visage pâle sous son calme habituel. « Mademoiselle Marple, pardonnez-moi, mais Peter n'est pas rentré à la maison. » Elle posa aussitôt son tricot. « Tu ne rentres pas à la maison. Il devait être de retour à 6 heures. Il est sorti après le déjeuner, disant qu'il voulait aller voir le docteur Pembroke pour lui rendre un livre. Mais le médecin ne l'a pas vu. Sa mère est hors d'elle. » Miss Marple se leva sans faire d'histoire et enfila son châle. « Un garçon ne disparaît pas sans raison, vicaire. Dites-moi, semblait-il troublé ?» Le vicaire hésita. « Il est agité, distrait. Depuis la fête. »« Oui, » dit doucement Miss Marple, « depuis la fête. » À 9 heures, tout Rose Hill était au courant. Des équipes de recherche sillonnaient les chemins, appelant Peter. Des lampadaires brillaient à travers les haies, des chiens aboyaient, et le calme du soir était rompu. Madame Hawthorne, blême de peur, se tenait à son portail, les mains serrées, tandis que l'inspecteur Talbot organisait les recherches avec une efficacité brutale. Miss Marple, cependant, ne se joignit pas à la foule en délire. Elle marcha, silencieuse et posée, vers le pré, retraçant le chemin entre le terrain de la fête et le mur du presbytère. Là, à l'endroit même où M. Linton était tombé, elle s'arrêta. L'herbe était à nouveau éraflée, de nouvelles éraflures, légères et précipitées, comme celles d'un garçon agenouillé ou trébuchant. Et dans l'herbe haute, près du mur, son regard perçant aperçut la lueur d'un papier. Elle se pencha et le tira. Une feuille déchirée, légèrement froissée, couverte de la main soignée de M. Linton. Elle n'a lu qu'une ligne avant de la replier. Les irrégularités ne peuvent être ignorées. La paroisse doit répondre, sinon la loi le fera. « Mon Dieu !» murmura Miss Marple. « Mon Dieu, vraiment !» Peter ne fut pas retrouvé cette nuit-là. À l'aube, cependant, un agent le découvrit affalé sur un banc dans la salle d'attente de la gare, pâle, las et à moitié endormi. L'inspecteur Talbot, exaspéré, le ramena chez lui. « Qu'est-ce qui t'a pris, mon garçon ?» demanda-t-il. « Tu t'es enfui comme ça, en pleine enquête. » Peter balbutia qu'il s'était senti mal.
qu'il avait voulu prendre un train pour Marleycombe, mais qu'il avait perdu courage. Il ne pouvait, ou ne voulait, donner plus d'explications. Madame Hawthorne le serra contre elle, soulagée. Mais mademoiselle Marple, qui l'observait en silence, vit la peur dans les yeux du garçon. Ce n'était pas la peur d'être surpris, mais la peur de savoir quelque chose qu'il n'osait pas dire. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite au cabinet du docteur Pembroke. Le médecin, impeccable dans sa blouse blanche, paraissait las. « Le jeune Peter ?» répondit-il à sa question. « Oui, il est venu me voir en début de semaine pour en savoir plus sur la digitale. Quel imbécile! Il avait peur. Je lui ai dit qu'il était dangereux de se mêler de ce genre de choses. Mais il a insisté. Une petite dose pouvait-elle tuer? Pouvait-on en ingérer dans du thé sans prévenir? Naturellement, je l'ai vivement averti et je l'ai renvoyé. » Miss Marple le regarda avec douceur. A-t-il expliqué pourquoi il avait posé cette question? Le médecin secoua la tête. Il était évasif. Mais il était troublé, Miss Marple, je vous le jure. Comme s'il savait quelque chose qu'il ne pouvait supporter de dire. Les enfants, dit Miss Marple, en savent souvent plus qu'on ne le pense. Ils remarquent des choses qui ne devraient pas, et s'ils gardent le silence, c'est pour protéger ceux qu'ils aiment. Ce soir-là, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un fragment des papiers de M. Linton avait été retrouvé, en possession de mademoiselle Marple, bien qu'elle n'en ait parlé qu'à l'inspecteur. Bientôt, le village vibra, convaincu que Peter avait tenté de s'enfuir avec les papiers et que l'implication de sa mère dans les fonds paroissiaux était plus sombre qu'on ne le pensait. Madame Carter, pâle mais remise de son malaise, a été aperçue parcourant la ruelle, le menton haut. « Je vous l'avais bien dit », a-t-elle déclaré à Lydia Thorne, qui l'écoutait avec attention. « Le presbytère est au cœur de tout cela. J'ai été cruellement prise pour bouc émissaire. » Mais Lydia se contenta de sourire de son étrange sourire félin. « Les secrets, Madame Carter, dit-elle, ont tendance à filer. On se demande ce que ce garçon sait d'autre. » Miss Marple, assise à son bureau ce soir-là, ouvrit son carnet et ajouta 2 nouvelles lignes. Peter a disparu, a tenté de fuir. Des papiers? Un fragment des notes de Linton a été retrouvé. Il renvoie aux comptes paroissiaux. Elle tapota son menton avec son stylo. « Encore de la peur, murmura-t-elle. Pas de culpabilité. De la peur. Et pourtant, de qui s'agit-il? » Elle pensa au tremblement de Madame Hawthorne, à la bouche pincée du docteur Pembroke, à la vigilance sournoise de Lydia. Puis elle repensa à l'atout. Toujours l'atout. Quelqu'un était présent dans cette pièce vide, caché, à l'écoute. Quelqu'un qui toussait et ne pouvait s'en empêcher. Le motif, bien que faible, commençait à émerger. Et Miss Marple, le visage serein mais les yeux très brillants, résolut que la prochaine étape devait être la sienne. Chapitre 9. Le filet se resserre. Le dimanche matin, l'aube était claire et lumineuse. Les cloches de l'église de Rose Hill, appelant les fidèles avec leur dignité habituelle. Pourtant, sous ces notes solennelles, une tension sourde planait. Les fidèles se rassemblaient dans le cimetière, plus avides de murmures que de cantiques. Les regards passèrent de Madame Carter, hautaine et posée sous son chapeau violet, à Madame Hawthorne, pâle et abattue, puis au jeune Peter, assis, raide près de sa mère, le visage blême de tension. Miss Marple, vêtue de sa modeste robe grise, se glissa discrètement dans son banc. Apparemment absorbée par le sermon du pasteur, ses mains fines jointes sur son livre de prière, elle était ailleurs, triant, soupesant et arrangeant les fils de l'affaire avec autant d'adresse qu'elle arrangeait ses poings. Après la cérémonie, elle s'attarda dans le cimetière où les ragots tourbillonnaient comme des moucherons dans l'air estival. Lydia Thorne apparut aussitôt, tout sourire et remarque désinvolte. « Chère Miss Marple, dit-elle, vous ne pensez pas que l'inspecteur laissera cette affaire traîner encore longtemps? C'est épouvantable toutes ces rumeurs. Certains disent que le garçon avait les papiers, d'autres disent qu'ils sont cachés dans l'église même.
Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, bien sûr. Bien sûr, répondit Miss Marple d'un ton doux. Et c'est toujours utile de savoir ce que les gens disent, même quand c'est absurde. Lydia rit, mais il y avait quelque chose de vigilant dans son regard. Elle s'enorgueillissait de posséder l'avantage du savoir. Miss Marple nota mentalement l'empressement de la jeune fille, un trait de caractère dangereux, quand des secrets étaient en jeu. Cet après-midi-là, l'inspecteur Talbot se présenta au logement de Miss Marple. Il paraissait fatigué, ses notes débordant de sa poche. « Cette affaire devient de plus en plus épineuse de jour en jour, » admit-il. Le garçon refuse de parler. Madame Hawthorne est à moitié en larmes, et Carter refuse de cesser de clamer son innocence. Les papiers doivent être la clé, mais ils ont disparu. Miss Marple le regarda avec un doux reproche. « Les papiers disparaissent rarement, inspecteur. Ils sont simplement cachés, et les choses cachées ont tendance à se révéler, si l'on exerce la bonne pression. » Talbot fronça les sourcils. « Tu veux dire un piège ? » ?»« Un petit arrangement, » dit Miss Marple. « Pas méchant, juste une façon de laisser les gens exprimer ce qu'ils ont déjà sur le cœur. » L'inspecteur l'observa un instant, puis hocha la tête. « J'imagine que vous avez quelque chose en tête. » Le lendemain, Miss Marple rendit visite à Madame Carter, portant un bouquet de pois de senteur. Elle s'arrêta au presbytère, soi-disant pour s'enquérir de la santé de Madame Hawthorne. Elle s'arrêta au cabinet médical, où le docteur Pembroke rangeait des bouteilles avec sa vivacité habituelle. Et à chaque endroit, elle laissa échapper, doucement et sans insister, une information précise. Une partie des notes manquantes de M. Linton avait été retrouvée. Pas la totalité, mais suffisamment. Suffisamment pour indiquer que la véracité des comptes paroissiaux était connue et que d'autres révélations pourraient bientôt suivre. Elle en parlait comme en passant, comme si le sujet dépassait complètement sa compréhension. Pourtant, elle observait, avec le regard perçant de quelqu'un qui a passé sa vie à discerner ce qui se cache derrière les formules de politesse. Madame Carter resta figée, puis rit trop fort. Le docteur Pembroke marmonna quelque chose à propos d'une maudite ingérence, avant de s'excuser précipitamment. Madame Hawthorne fondit en larmes, et Lydia, lorsque mademoiselle Marple en parla autour d'un thé au magasin, demanda avec une avidité évidente où le fragment avait été trouvé. Ce n'étaient pas les mots qui comptaient, mais la manière, et Miss Marple, tricotant sereinement ce soir-là, sentit sa certitude s'approfondir. L'étape suivante fut rapide. 2 jours plus tard, alors que le crépuscule tombait sur Rose Hill, une silhouette fut de nouveau aperçue près du presbytère. Une ombre se déplaçait furtivement le long du mur du jardin, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être vue. Miss Marple, qui attendait dans le chemin avec la patience de l'âge, s'avança brusquement. « Bonsoir », dit-elle avec la douceur de quelqu'un qui croisait une voisine en route pour les vêpres. La silhouette sursauta, surprise en flagrant délit. C'était Lydia Thorne, serrant contre elle un paquet à moitié enveloppé dans du papier kraft. Son visage était pâle, son regard perçant comme une épingle. « Oh, Miss Marple, vous m'avez fait sursauter. J'étais juste en promenade. »« Dans le jardin du presbytère, ma chère ?» demanda gentiment Miss Marple, et avec une si grande parcelle. Les mains de Lydia se resserrèrent. Ce n'est rien, rien du tout. Mais sa toux, soudaine, rauque, incontrôlable, la trahissait. La même toux rauque qui avait résonné dans la salle vide le jour de la fête. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Mon Dieu, je crois, ma chère, que c'est plus que rien. » Chapitre 10. Le piège est tendu. Ce n'était pas le genre de Miss Marple d'affronter les gens directement, ni de les acculer. Elle préférait leur offrir une chaise, une tasse de thé et la douce impression qu'ils s'étaient déjà trahis. Cela, elle l'avait découvert depuis longtemps, était plus efficace que n'importe quel interrogatoire brutal. Ainsi, le lendemain de sa rencontre avec Lydia Thorne près du mur du presbytère, elle invita l'inspecteur Talbot à prendre le thé au cottage de sa nièce. L'inspecteur arriva, raide comme toujours, malgré une lueur de curiosité dans le regard.
Je suppose que vous n'avez pas résolu toute l'affaire, Miss Marple, dit-il avec une pointe d'humour ironique. Oh mon Dieu, non, répondit Miss Marple en beurrant un scone. Pas résolu. J'ai juste remarqué quelques petits détails. C'est toujours les gens, vous savez. Leur façon de parler ou de ne pas parler. Leur façon de tousser, par exemple. Talbot haussa un sourcil. Encore là tout? Oui, répondit Miss Marple d'un ton placide. Je l'ai entendu à la fête, dans la chambre d'amis du presbytère, qui était censée être vide. Et hier soir, inspecteur, je l'ai encore entendu, de Lydia Thorne. Talbot se pencha en avant. Vous dites qu'elle se cachait dans le presbytère ce jour-là? Miss Marple hocha la tête. Tout à fait. Et plus que se cacher. Elle écoutait. Monsieur Linton et peut-être aussi Madame Hawthorne. Ceux qui écoutent sont souvent récompensés par le savoir. Et le savoir, inspecteur, peut être le bien le plus dangereux au monde. L'après-midi suivant, Miss Marple avait organisé ce qu'elle appelait avec son doux euphémisme une petite réunion. Dans le salon du presbytère, elle réunit ceux qui étaient le plus impliqués dans l'affaire. Madame Hawthorne et son mari inquiet, le docteur Pembroke, Madame Carter, toujours aussi provocatrice, vêtue de plumes et de perles, Lydia Thorne, pâle mais posée, et le jeune Peter qui semblait vouloir être à 1000 lieues de là. L'inspecteur Talbot se tenait d'un air sombre près de la cheminée, un carnet à la main. Miss Marple, confortablement assise avec son tricot, s'adressa à eux de son ton le plus doux. « J'ai pensé qu'il valait mieux, commença-t-elle, que nous soyons très francs. Après tout, les secrets ont déjà causé tant de souffrances, et je crains que M. Linton ne soit mort à cause de l'un d'eux. » Un frisson parcourut la pièce. Madame Carter renifla bruyamment. Miss Marple continua, comme si elle faisait la leçon à un groupe d'enfants. « Monsieur Linton a découvert des irrégularités dans les comptes de la paroisse. C'était un homme méthodique, et il a pris des notes, qui malheureusement ont été volées depuis. Il avait l'intention de confronter le vicaire et sa femme, et il l'a fait. Mais d'autres étaient au courant de ces découvertes. Lydia, pour ne citer qu'elle. Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme. Elle essaya de sourire. « Vraiment, Miss Marple, vous me faites trop confiance. »« Non, ma chère, » dit doucement Miss Marple, « je ne vous donne que ce que vous avez gagné. Vous étiez au presbytère le jour de la fête, caché dans la chambre d'amis. Votre toux vous a trahi. Vous avez écouté les accusations de M. Linton et vous avez immédiatement compris la valeur de ces papiers. Une jeune fille ambitieuse, et peut-être même un goût pour l'aventure, pourrait facilement être tentée. » Les lèvres de Lydia s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. « C'est vous, » poursuivit Miss Marple, « qui avez cambriolé le bureau plus tard, ou qui avez fait semblant. Mais voyez-vous, la vitre est tombée à l'extérieur, pas à l'intérieur. Cette fenêtre a été brisée de l'intérieur pour donner l'impression d'un cambriolage. En réalité, vous aviez déjà pris les papiers plus tôt, du vivant de M. Linton. C'est pourquoi il a quitté la fête si brusquement. Il s'est rendu compte que ses notes avaient disparu. Et c'est là, je le crains, que ce fut sa fin. » L'inspecteur Talbot intervint sèchement. « Vous dites que Mademoiselle Thorne l'a empoisonné ?» Miss Marple secoua la tête. « Oh non. Lydia a peut-être volé les papiers, mais elle n'a pas administré la digitaline. Elle n'aurait pas su comment faire. Cela exigeait des connaissances médicales. » Son regard se posa très doucement sur le docteur Pembroke. « Voyez-vous, c'est l'atout qui m'a mené de Lydia à vous, docteur. Elle a peut-être écouté, mais c'est vous qui craignez d'être démasqué. Une dette de jeu peut-être ou un manque à gagner sur vos comptes. Les papiers de M. Linton menaçaient plus d'une personne. Et vous, avec votre accès facile à la digitaline, étiez le mieux placé pour agir vite. » Le visage du médecin était devenu gris. « C'est absurde, » commença-t-il. « Ce n'est pas une bêtise, » dit Miss Marple. « Vous étiez près de la table des rafraîchissements. Il était facile de glisser une petite dose dans le verre de M. Linton. C'était un homme d'habitude, et vous comptiez sur son toast habituel. Un peu trop peut-être, et son effondrement est donc survenu plus tôt que prévu. Mais cela a servi votre objectif. Seulement vous n'aviez pas compté avec Lydia, qui avait déjà compliqué les choses en volant les papiers, ni avec Peter qui vous a vu laisser tomber une petite fiole ce jour-là,
bien qu'il ait été trop effrayé pour en parler. Toutes les têtes se tournèrent vers Peter, qui devint rouge écarlate. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-il. Miss Marple sourit gentiment. « Tu voulais seulement protéger ta mère, mon cher. C'est tout naturel. Mais en vérité, ce n'est pas elle qui a tué M. Linton, c'est le docteur Pembroke. » Le silence était pesant. Madame Carter laissa échapper un petit cri de triomphe, tandis que Madame Hawthorne se mit à sangloter doucement dans son mouchoir. L'inspecteur Talbot s'avança. « Docteur, avez-vous quelque chose à dire ?» Mais le docteur Pembroke ne dit rien. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois, il parut tel qu'il était. Un homme fatigué, abattu par sa propre folie. Miss Marple, quant à elle, rassemblait son tricot. « C'est bien triste, » dit-elle, doucement. « On voit cela si souvent. Une petite faiblesse, un peu d'indulgence, et peu à peu cela mène à la ruine. Le pauvre M. Linton a seulement essayé de faire son devoir, et il l'a payé de sa vie. » Elle se leva et lissa sa jupe. « Ainsi, je pense que le village pourra enfin se reposer un peu, mais il faudra un certain temps avant que Rose Hill oublie l'atout dans la pièce vide. » Chapitre 11. Miss Marple explique. Le lendemain soir, l'inspecteur Talbot convoqua une réunion officielle à la salle paroissiale. Il s'agissait, déclara-t-il, de consigner officiellement les résultats de notre enquête. Mais les villageois savaient que c'était le point culminant de leur drame, le moment où toutes les rumeurs seraient confirmées ou réfutées. La salle était bondée. Madame Bartlett et William s'étaient assises côte à côte, chuchotant furieusement. Lydia Thorne, atténuée, se tenait à l'écart. Madame Carter fit une entrée théâtrale en noir, comme si elle pleurait sa propre réputation perdue. Madame Hawthorne, pâle et tremblante, serrait le bras de son mari. Le jeune Peter s'agitait misérablement sur son siège. Au premier rang se tenait l'inspecteur Talbot, sévère et grave. À côté de lui, tricotant tranquillement dans un coin comme si elle avait toujours été là, était assise Miss Jane Marple. Lorsque l'inspecteur demanda le silence, ce fut Miss Marple qui déposa ses aiguilles et parla. « Mes chers amis, » commença-t-elle d'une voix douce mais porteuse, « ce fut une affaire bien triste, un décès, un cambriolage et beaucoup de souffrance pour des innocents. Je pense qu'il vaut mieux être clair. » Elle s'arrêta, observant les visages tournés vers elle. Monsieur Linton, comme vous le savez tous, était un homme méthodique. Il soupçonnait des irrégularités dans les comptes de la paroisse et les notait. Ces notes étaient précieuses, trop précieuses. Mademoiselle Lydia Thorne, curieuse et ambitieuse, les découvrit en se cachant dans la chambre d'amis du presbytère le jour de la fête. Sa toux trahit sa présence, mais personne ne comprit sur le moment. Elle prit les papiers, non par malveillance, mais par désir mal avisé d'en tirer profit. Ceci explique le cambriolage organisé plus tard, destiné à dissimuler son vol. Lydia devint rouge écarlate, mais ne dit rien. Miss Marple poursuivit. Mais Lydia n'a pas tué M. Linton. Cela exigeait des connaissances médicales. Le docteur Pembroke, qui s'était longtemps adonné au jeu d'argent et craignait que ses dettes ne soient dévoilées, comprit que les papiers de M. Linton pourraient le détruire. Il glissa une dose de digitaline dans le verre de M. Linton. Un geste anodin, certes, mais fatal. Un murmure parcourut la pièce. Le docteur Pembroke resta figé, les poings crispés. Le garçon, Peter, l'a vu laisser tomber la fiole, poursuivit doucement Miss Marple. Peter, le pauvre enfant, a pensé protéger sa mère, car il savait aussi que M. Linton l'accusait de malversation financière. Effrayé, il s'est enfui avec des fragments de billets, mais il n'a joué aucun rôle dans la mort. Son silence était un signe de loyauté, pas de culpabilité. Madame Hawthorne laissa échapper un sanglot étouffé et serra son fils dans ses bras. Quant à Madame Carter, ajouta mademoiselle Marple avec un léger sourire, elle a été très calomniée. Vaniteuse et extravagante, certes, mais coupable de rien de pire que de drames et de factures impayées. Sa tentative d'automutilation était le signe du désespoir face au scandale, et non un aveu de crime. Madame Carter se redressa, triomphante mais en larmes. « Et il y avait d'autres indices, » dit Miss Marple. «
Le bouton du corps tombait près du mur, sur le manteau du docteur Pembroke, la suie sur le tapis du foyer, là où il avait marché en hâte pour jeter la fiole au feu. De petites choses, très petites, mais on apprend à remarquer ces détails. Il y eut un silence pesant et complet. Puis l'inspecteur Talbot s'éclaircit la gorge. « Vous avez entendu le récit, dit-il. J'ai le regret de vous annoncer que le docteur Pembroke sera accusé du meurtre de George Linton. Mademoiselle Thorne répondra du vol de documents, quoique dans une moindre mesure. Les autres, son regard s'adoucit tandis qu'il se dirigeait vers les Hawthorne, ne sont coupables que de faiblesse humaine. Le docteur Pembroke ne protesta pas. Son visage était gris, et il semblait soudain très vieux. Lydia se mit à pleurer doucement. Miss Marple, sereine à nouveau, ramassa son tricot. « Tout cela est bien triste, » dit-elle doucement. On le voit encore et encore. Une petite faiblesse grandit jusqu'à tout éclipser. Pourtant, peut-être y a-t-il aussi de la miséricorde. Rose Hill est un village bienveillant, au fond. À la fin de la réunion, les villageois affluèrent dans la nuit d'été, calmes et pensifs. Les ragots continuaient, bien sûr, comme toujours. Mais le silence régnait désormais, comme si le village lui-même reconnaissait que quelque chose de fragile avait été brisé. Miss Marple retourna lentement au cottage de sa nièce, sa silhouette frêle dans la pénombre. Elle n'avait pas l'air triomphante, seulement songeuse. Un autre crime avait été résolu, une autre vérité découverte. Et demain, comme toujours, il y aurait du thé, des jardins et du tricot. Car la vie continue, même après un meurtre. Chapitre 12. Conséquences à Rose Hill. L'été s'attardait à Rose Hill, comme déterminé à effacer les ombres laissées par la tragédie. Les rosiers grimpaient encore aux murs des chaumières, les hirondelles filaient encore sous les avant-toits, et la verdure où la fête avait eu lieu ne portait bientôt plus aucune trace des événements tragiques de la journée. Pourtant, si le village avait repris ses habitudes en apparence, quelque chose avait changé sous la surface. Madame Bartlett et Madame Williams continuaient de prendre le thé au salon de thé Willowbrook, mais leur bavardage était tempéré par une prudence inhabituelle. Elles ne déclaraient plus avec une certitude facile qui était méchant et qui était gentil. Au contraire, elles marquaient une pause, se regardaient et pesaient leurs mots avec plus de prudence. Madame Maple, qui présidait son comptoir, remarqua la différence et approuva. « Cela fait du bien aux gens, » dit-elle, « de voir que les langues peuvent faire autant de mal que les mains. » Madame Carter, après avoir enduré suspicion et humiliation, retourna à ses répétitions dans la salle paroissiale, avec une dignité nouvellement adoucie par la gratitude. « J'ai été cruellement mal jugée, » dit-elle à mademoiselle Marple un après-midi. « Mais peut-être ai-je moi aussi été coupable de juger les autres trop vite. Si les villageois veulent bien me pardonner, je ferai de même. » Elle sourit faiblement. « Et peut-être que je paierai mes factures à temps. » Miss Marple hocha la tête. « Ce serait vraiment une amélioration, ma chère. » Les Hawthorne, bien que soulagés que leur fils soit innocenté, étaient plus calmes qu'auparavant. Madame Hawthorne, en particulier, semblait apaisée, vacant à ses occupations avec une humilité qui ne lui avait pas toujours été propre. Plus d'une fois, elle répéta presque comme pour elle-même « Je ne me mêlerai plus jamais de ce qui ne m'appartient pas. » Et le jeune Peter, ayant appris le poids du silence, se montrait plus grave que jamais. Lydia Thorne, condamnée à une amende et blâmée pour son implication dans le vol de papier, quitta Rose Hill peu après. Certains racontaient qu'elle était allée vivre chez une tante à Bath. D'autres murmuraient qu'elle était partie chercher fortune à Londres. Quoi qu'il en soit, son regard vif et son franc-parler laissaient peu de place à l'oubli. Quant au docteur Pembroke, son nom était de moins en moins évoqué. Le procès devait avoir lieu en temps voulu, mais Rose Hill, bien que fascinée, se tournait déjà vers les jardins, les événements paroissiaux et le rythme effréné de la vie du village. Un après-midi, Miss Marple était assise dans le jardin de sa nièce, son sac à tricot à côté d'elle, tandis que des moineaux se chamaillaient joyeusement dans la haie. Un voisin s'arrêta devant le portail et fit remarquer
C'est comme si de rien n'était, Miss Marple, comme on oublie vite. Miss Marple sourit doucement. N'oublie pas, ma chère, mais la vie a le don de se guérir. Il faut continuer à vivre de son pain quotidien, sinon le monde s'arrêterait. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils se souviennent, et peut-être en sont-ils un peu plus sages. Elle reprit son tricot, les aiguilles cliquetant doucement. Au bout d'un moment, elle ajouta, presque pour elle-même, « Le meurtre n'est pas, après tout, la plus grande tragédie. La plus grande, c'est que les gens font si souvent du mal uniquement pour leur propre bien. C'est très humain et très triste. » Ce soir-là, le soleil se couchait dans un éclat d'or derrière la flèche de Rose Hill. Les fenêtres brillaient de lumière, les rires des enfants flottaient dans l'air, et le village retrouva la paix. Et dans sa chambre silencieuse, Miss Marple replia son carnet avec ses observations minutieuses. L'atout, le bouton, la suie, les papiers manquants, et le rangea dans son tiroir. Un autre cas, un autre exemple de folie et de peur humaine. Tout simplement. Elle souffla sa lampe, et le silence s'installa dans la petite maison. Dehors, la nuit enveloppait le village, comme elle l'avait déjà fait et le referait, car Rose Hill, avec tous ses ragots et ses secrets, avait survécu à son affrontement avec les ténèbres. La vie, comme toujours, a continué. Chapitre 13. Épilogue. Réflexion au crépuscule. Plusieurs semaines après le procès dans le Middleshire, par une fraîche soirée où les premières feuilles commençaient à changer de couleur, Miss Marple était assise près du feu de son salon à St. Mary Mead. Ses vacances avec sa nièce étaient terminées. Sa vie avait repris son rythme habituel. L'horloge tic-taquait doucement sur la cheminée. Le canari gazouillait de temps à autre. Et dehors, le crépuscule se faisait silencieux. Sur ses genoux reposait son tricot, mais ses mains étaient inactives. Elle songeait, comme si souvent, aux étranges façons dont la nature humaine se révèle. Rose Hill n'était pas sans rappeler son propre village, charmant, respectable, paisible en apparence. Pourtant, sous la surface, se cachaient les mêmes courants qu'elle avait observés toute sa vie. L'orgueil, l'ambition, la peur, la vanité, la faiblesse. Ce n'était pas le mal au sens le plus noble du terme, mais quelque chose de plus petit, de plus ordinaire, et, à sa manière, de plus tragique. Pauvre docteur Pembroke, vaincu non par la cruauté, mais par la faiblesse, le désir de masquer sa folie par un acte désespéré. Lydia Thorne, si avide de savoir qu'elle le prenait pour du pouvoir. Madame Hawthorne, trébuchant dans une folie née de la loyauté. Et Peter, un enfant chargé de secrets qu'on n'aurait jamais dû lui demander de porter. Quant à Madame Carter, Mademoiselle Marple esquissa un léger sourire. Une femme vaniteuse, certes, mais pas violente. Elle avait été à la fois victime et survivante des ragots, et peut-être vivrait-elle différemment désormais. Miss Marple tendit la main vers sa tasse de thé, à moitié oubliée sur la table basse. « C'est toujours pareil, » murmura-t-elle à voix basse. « Les gens pensent que les crimes sont commis par des inconnus, par des créatures maléfiques qui leur sont étrangères. Mais ce sont les fautes ordinaires, les petites tromperies, les dettes, l'orgueil, la peur d'être démasqué qui mènent peu à peu à la tragédie. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des plus petites choses. » Elle regarda son tricot, des rangs nets formant un motif. « Comme des mailles, » ajouta-t-elle doucement, « une maille de perdu, et tout peut se défaire. » Le feu faiblit, le crépuscule s'épaissit, et Miss Marple reprit son travail, ses aiguilles claquant doucement dans la pièce silencieuse. Une autre affaire était derrière elle, un autre schéma compris, un autre rappel que la vie, avec ses défauts et ses folies, continuait toujours, et demain serait à nouveau tout à fait ordinaire. Petit déjeuner à 8h30, un peu de jardinage, peut-être une visite au presbytère. La vie, comme elle l'avait dit, continue. Chapitre 14. Un village s'installe.
L'automne arriva doucement à Rose Hill. Les champs étaient embordés de brume au matin, et les arbres de Willowbrook Lane brillaient de rouge et d'or. La vie, comme Miss Marple l'avait prédit, reprit son rythme habituel. La forge résonna, la cloche de l'épicier tinta, et le salon de thé se remplit à nouveau de conversations sur les recettes, les sirops contre la toux, et les chrysanthèmes qui avaient le mieux résisté. La tragédie de la mort de M. Linton n'était pas oubliée, mais on n'en parlait plus avec des soupirs et des yeux écarquillés. On la rappelait plutôt à voix basse, comme un récit édifiant à répéter quand on devenait trop fier, trop secret ou trop curieux. Madame Bartlett et Madame Williams, attristées par la proximité du désastre, se surent retenir leur langue, mais pas complètement. Après tout, remarqua un jour Madame Bartlett, si nous ne parlons pas de ces choses, comment pouvons-nous les comprendre? À quoi Madame Williams, avec une gravité inhabituelle, répondit « Peut-être ne sommes-nous pas censés les comprendre, seulement être bienveillants. » Madame Carter reprit sa vie avec une défiance tempérée par la dignité. On la vit plus souvent payer ses factures rapidement, mais toujours avec une certaine pompe, comme pour rappeler aux commerçants qu'elle n'avait jamais vraiment douté d'elle-même. La pièce paroissiale fut finalement jouée, même si on lui attribua un peu de son éclat d'antan. Malgré tout, les villageois applaudirent chaleureusement, en partie pour la représentation, et en partie parce que la vie avait repris un cours presque normal. Les Hawthorne, eux aussi, avançaient tranquillement. Le vicaire prononçait ses sermons avec une humilité renouvelée, et Madame Hawthorne, bien que soumise, paraissait plus posée. Peter, plus grand maintenant, semblait se tenir avec le sérieux de quelqu'un qui a affronté des difficultés et les a surmontées. On le voyait souvent un livre sous le bras, les yeux rivés sur ses études, comme impatient de sortir des limites du théâtre villageois. Quant à Lydia Thorne, elle était partie, ne laissant derrière elle que son souvenir, vif comme une ortie, mais s'estompant rapidement. Miss Marple lui rendit visite une fois de plus avant de retourner à St. Mary Mead. Elle arpenta la pelouse où la fête avait eu lieu, s'arrêtant près du mur de pierre. L'herbe avait repoussé, les pâquerettes s'éparpillaient joyeusement, et aucune trace ne trahissait la chute d'un homme. Elle resta un instant immobile, les mains jointes, puis se détourna, car elle savait, comme seule Miss Marple le pouvait, que la folie et la fragilité humaine refleuriraient toujours, comme les mauvaises herbes dans le jardin le plus soigné. On pouvait les arracher, planter des rosiers, mais les mauvaises herbes reviendraient. Et pourtant, il y aurait toujours des roses aussi. Ce soir-là, elle prit le thé avec sa nièce, écoutant parler de la vie paroissiale et des leçons pour enfants. Dehors, l'air était frais, légèrement parfumé de fumée de bois. « Cela semble à nouveau tout à fait ordinaire », a remarqué sa nièce. « Oui, ma chère, » dit Miss Marple avec son doux sourire. « Ça finit toujours par arriver. L'extraordinaire ne dure pas. On n'est pas fait pour ça. » Elle leva sa tasse, le regard pensif. « Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier. » L'horloge tournait, le feu brillait, et à Rose Hill, comme à St. Mary Mead, la vie, avec tous ses mystères et ses miséricordes, continuait tranquillement. Chapitre 15. Coda, la sagesse du tricoteur. Quelques semaines plus tard, de retour à St. Mary Mead, Miss Marple se remémora son séjour à Rose Hill. Les soirées d'automne étaient devenues plus sombres, et le feu était un réconfort nécessaire plutôt qu'un luxe. Sur ses genoux reposait un cardigan à moitié fini pour la plus jeune nièce du curé, un délicat motif de torsades et de croisements. Les doigts de Miss Marple bougeaient avec régularité, presque d'eux-mêmes, tandis que ses pensées dérivaient vers le village tranquille qu'elle avait quitté. Rose Hill avait presque oublié sa tragédie. De nouvelles rumeurs avaient germé comme des mauvaises herbes au printemps. La question de savoir qui remporterait la meilleure courgette au concours horticole, ou si le nouveau locataire de Madame Bartlett était tout à fait respectable. Pourtant, sous ces préoccupations inoffensives se cachait le souvenir de jours plus sombres.
rappelant que même les recoins les plus paisibles d'Angleterre pouvaient abriter la peur, la folie et la mort. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. C'est toujours la même chose, elle pensait. On perçoit la nature humaine dans sa petitesse, orgueil, avidité, peur, et pourtant aussi dans sa résilience. Il tombe, puis se relève. Il se dispute, puis pardonne. La vie s'obstine à continuer, tout comme le tricot s'obstine à suivre son modèle, maille après maille. Elle s'arrêta pour examiner son travail, lissant la laine d'un geste approbateur. « Oui, murmura-t-elle à voix haute, tout finit bien, mais seulement si l'on prête attention aux petits détails. » Le feu vacillait, l'horloge sonnait doucement, et Miss Marple se pencha de nouveau sur son tricot. Une autre affaire était derrière elle, et il est fort probable qu'une autre viendrait, en son temps. Mais pour l'instant, la paix régnait. La laine et le thé refroidissaient sur la table, et pour Miss Jane Marple, c'était largement suffisant.